Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue d'articles. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser à un article qui a été écrit suite à la publication et à la construction d'un outil qui s'appelle le VAPS pour Virtual Supermarket. Alors c'est un outil français qui a été développé en même temps que l'article, on verra, par Evelyn Klinger. Vous avez aussi dans l'article Rosemary Marié et Naomi Jossman, qui elles travaillent à l'université d'Israël. Et en fait, le but du VAPS est de permettre l'évaluation des fonctions exécutives par la réalité virtuelle. Alors, les fonctions exécutives, bien évidemment, ce sont des processus de contrôle d'ordre supérieur qui interviennent dans le comportement organisé, dirigé vers un but, un objectif, et qui va permettre surtout l'adaptation à des situations nouvelles. Et du coup, quand on a des difficultés au niveau des fonctions exécutives, nous avons un syndrome dit exécutif. Et en fait, ce syndrome, lui, il va contrarier le retour des personnes à leur activité de vie quotidienne, voire même professionnelle. C'est pour ça, c'est extrêmement important de pouvoir évaluer et travailler sur les fonctions exécutives. Il existe déjà de nombreux tests pour évaluer les fonctions exécutives, mais comme ce sont des tests qui sont plutôt papier-crayon, voire numériques, et en fait, ce qu'il se passe, c'est que leur mise en place, elle n'est pas simple parce que ils sont souvent conduits dans des conditions artificielles. Donc ça, c'est ce par quoi vont commencer les auteurs de cet article justement, et de plutôt parler de soumettre les patients à des évaluations longues et assez stressantes, qui vont plutôt s'appuyer sur des auto-évaluations des capacités cognitives. Et donc, tous ces exercices, tous ces tests-là sont plutôt décrits comme étant assez peu sensibles et assez peu spécifiques par rapport aux fonctions exécutives. Ensuite, il est aussi assez difficile de conduire des tests plutôt écologiques, donc en milieu naturel, puisque très souvent nous avons des patients qui, s'ils ont des problèmes en fonction cognitive, peuvent également avoir des problèmes physiques, surtout chez les personnes âgées, les malades de Parkinson, les malades d'Alzheimer. C'est assez difficile de les mettre par exemple dans des situations comme le test des errances multiples, ou dans une situation on va vouloir les voir évoluer en milieu naturel. Ça va être très compliqué parce qu'en fait, tout simplement, les difficultés motrices empêcheront la mise en pratique de ce genre de test. Alors, avec le VAPS, justement, ils ont voulu créer un test en réalité virtuelle pour s'affranchir des problématiques liées au déplacement ou aux problématiques physiques que peuvent avoir les patients. Et donc, en fait, ils ont recréé un peu quelque chose un paradigme similaire au test des commissions. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont créé le VAPS, Virtual Action Planning Supermarket. Et donc, ils ont créé un environnement virtuel dans lequel les patients vont tout simplement se déplacer à l'aide de la souris et du clavier face à un vidéoprojecteur qui va les projeter dans l'environnement du supermarché, et les patients vont avoir toute une liste de choses à faire dans le supermarché. Alors ce supermarché-là a été bien évidemment construit en ressemblance avec un supermarché qu'ils pourraient rencontrer dans leur quotidien. C'est extrêmement intéressant et important. Donc la consigne du patient, c'est de devoir acheter une liste d'éléments présents dans le magasin, et il va y avoir bien évidemment des contraintes, comme dans le test des commissions, dans lesquelles le patient va devoir se plier pour pouvoir réussir à acheter et aller au bout de la démarche. Pour commencer, chaque patient, bien évidemment, passe par une phase de familiarisation. C'est extrêmement important dans la pratique de ces nouveaux outils. Et donc, une fois que le patient va réussir justement à maîtriser les déplacements, la prise d'objets, etc., on va le lancer dans le supermarché, dans lequel il va tout simplement avoir cette liste de courses, ces fameuses informations à retenir. Et on va mesurer différentes choses comme la distance parcourue, le nombre d'arrêts, etc., le nombre d'erreurs, d'omissions, de commissions, etc. Dans un premier temps, cette étude a été menée sur des sujets présentant une maladie de Parkinson, et on voit bien évidemment que les patients ont une énorme différence dans la façon dont ils gèrent leur parcours, dont ils gèrent leurs arrêts, dans la façon dont ils s'organisent ou ils planifient. Alors on va le voir également dans ce tableau qu'il y a énormément de différences qui peuvent être faites par rapport
à un patient tout venant. Et donc, ça va être extrêmement intéressant puisque à partir d'un seul et même test, on va avoir énormément d'informations sur la manière dont les patients régulent leur comportement et s'adaptent. Déjà, on va voir qu'ils vont passer plusieurs fois au même endroit, qu'ils vont pas bien planifier, pas bien organiser, qu'ils vont également prendre énormément de temps pour prendre une décision, ils vont certainement faire plus d'oubli en passant devant les choses parce qu'ils vont pas forcément être attentifs. Voilà, donc à partir d'un seul et même test, on va vraiment pouvoir sortir énormément de choses sur le comportement de ces patients. Gros avantage aussi de cet outil, c'est aussi qu'il peut être très facilement traduit puisqu'il a été traduit et adapté pour un public israélien. Et donc, ça prouve aussi que la réalité virtuelle, enfin en tout cas les outils en réalité virtuelle ou numérique peuvent très facilement dépasser les frontières et permettre justement de faire travailler ensemble plusieurs universités. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Donc, je vous encourage vraiment à lire cet article parce que c'est vraiment le premier à avoir démontré la faisabilité de la mise en place d'un outil de réalité virtuelle semi-immersif, donc sans casque, mais qui permet vraiment d'extraire énormément d'informations qui sont essentielles et hyper importantes pour la rééducation des patients. Parce que au-delà de simplement dire s'il y a un trouble dysexécutif ou pas, on va également pouvoir définir la nature de ce trouble dysexécutif, quelles sont les problématiques sous-jacentes. Et donc, une fois qu'on aura aussi un petit peu l'analyse du comportement dysexécutif du patient, ça nous permettra plus facilement de venir rééduquer ces syndromes dysexécutifs pour justement mettre en place de meilleures stratégies de compensation ou de facilitation pour nos patients. Voilà, c'est tout pour cet article qui est vraiment très court, mais qui permet vraiment énormément de données, d'informations. Donc, je vais bien évidemment vous mettre en description le lien vers les différents articles qui sont liés au VAPS, peut-être quelques liens vidéo ou même des photos, pour que vous puissiez aussi vous rendre compte visuellement ce que ça représente. À très bientôt!